Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue encore dans notre émission. Voilà, Beat Back, Bring the Ivorian Dream Back Again. Et j'espère que tout va très bien. Alors, voilà, veuillez nous excuser. Et voilà, ce sont donc les intempéries donc, du direct. Alors, je disais bienvenue donc à notre émission Big Ba, Bring the Ivorian Dream Back Again. J'espère que vous portez très bien partout où vous portez. Nous avons eu un week-end très chargé avec plusieurs interviews. Au total, à peu près 6 interviews. Et nous avons déjà fait passer, disons, 2 ou 3 interviews déjà. L'interview que nous a accordé le président du Front populaire ivoirien, acculé, séquestré, et qui a un temps soit peu réussi à sortir un peu voilà, des filets donc des forces autour de lui. Ensuite, le vice-président du PDCI-LDA, M. Noël Akossi Benjo, qui à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas où c'est trop. Voilà, nous l'avons eu. Et c'était donc l'interview, c'était quand même c'était touchant, les gentlemen, de voir donc des cadres du pays se retrouver dans des situations aussi pénibles, parce qu'ils défendent donc des droits et des valeurs. Ils ne prennent pas des armes. On sait que le RDA devenu RHTP a encouragé donc la prise des armes. C'est pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes qui le disent à travers donc M. Cissé Bakongo, qui disait que parce que lui il avait tout résumé cette politique-là, une affaire du Nord-Sud, voilà, que les Nordistes avaient raison donc de prendre des armes, bien de supporter donc la prise des armes contre l'autorité de l'État. Et même le disait hier, hein, les gentlemen, face à la dictature, donc la rébellion, la révolte et tout ça devient donc de droit. Donc voilà la situation dans laquelle nous avons donc vécu le gentleman. Analyse donc politique du discours de M. Thiam, on parle donc de répression. Alors, une petite minute. Alors, nous signale que, comme d'habitude, je pense que nous devons donc avoir un petit souci avec ceux qui sont un peu connectés. Voilà, je pense que ça devait pouvoir aller. Voilà, ceux qui sont connectés un peu partout et qui n'arrivent pas encore à nous suivre. Alors, c'est toujours la même chose. Voilà, nous avons toujours à chaque émission. Parfois, j'oublie, les gentlemen, de connecter ceux qui sont pas sur nos réseaux et qui ont aussi droit à suivre nos émissions. Donc, c'est à nous de créer donc des conditions afin qu'ils puissent être au même diapason que tous ceux qui sont donc en ligne. Alors, donc voilà. Donner cela va nous prendre encore à peu près quelques 30 secondes, le temps donc de connecter alors, une partie donc de la diaspora. Alors, souffrez ceux qui sont déjà en ligne, cela va nous prendre à peu près au moins 1-2 petites minutes et puis, ladies and gentlemen, nous reviendrons donc dans le débat, faire un show et parler donc du discours donc de M. Thiam à la nation. On parlera exclusivement donc de ce discours. Demain, nous reviendrons un peu sur les interviews que nous ont accordé le vice-président du PDCI-ADA, M. Noël Akossi Benjo, aussi bien que le président du Fonds populaire ivoirien, séquestré pendant donc des heures. Voilà. Et tout est bien, je ne dirais pas qu'il finit bien, mais qu'il finit relativement bien, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui se passera donc les heures à venir, les jours à venir, et puis le pays, la situation devient de plus en plus un peu tendue. La crise commence tellement à prendre donc de l'ampleur, les gentlemen. Ce n'est pas une question donc de parti politique, c'est un ras-le-bol, de façon générale. Vous savez, on est dit dans la vie, là, il faut savoir partir, vous comprenez. M. Ouattara avait tout son bagage, tout ce qu'il a fait pour le pays, vous comprenez, bien ou mal. Il y a certainement beaucoup plus de bien que de mal. Certains vous diront qu'il y a eu beaucoup plus de mal que de bien. Tout dépend de l'endroit où nous nous plaçons, mais toujours est-il qu'il y a eu des réalisations, les gentlemen. Et parti donc en laissant un pays démocratique avec une institution assez forte comme l'a fait Jerry Rawlings, c'était bien. Mais vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais pensé à l'intérêt supérieur d'un pays. Ils ont pensé seulement à eux-mêmes. Moi.
Voilà. Et moi, pour moi, et le reste, je m'en fous, vous comprenez. Je ne dis pas que c'est le cas, mais autour de lui, il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi, hein. Eux-mêmes, et le reste, zéro. They don't even care what's going on around them, around other people, you know. What they need at this point or what they want, if they want, yeah, my want, my need, as long as I can satisfy my need, I'm very happy about what's about. I can't even say that in the country everything's going fine in the country because I'm full. I'm happy. I like it. Yeah, I don't need a change. Why do I need a change? I'm happy. I'm comfortable. C'est la situation dans laquelle nous vivons ici, les gentlemen. Alors, je pense que nous avons réussi donc à connecter quelques personnes donc de la diaspora. Alors, nous allons revenir donc en live, chers amis. Alors, souffrez et puis nous commençons dans au moins une trentaine donc, de secondes. Alors, merci beaucoup. Merci donc d'être à l'écoute. Donc, nous allons donc analyser, les gentlemen, donc l'interview ou bien le discours du président du PDCI-ADA, Cheikh Tidiane Thiam, répression, contradiction et crise de légitimité à la veille donc des élections, de l'élection donc présidentielle. C'est un basculement donc brutal dans la gestion de l'opposition. M. Tidiane Thiam souligne d'abord le contraste entre les manifestations pacifiques organisées précédemment par l'opposition, c'est donc les 14 et 9 août, et la répression brutale qui a donc accompagné donc les mobilisations donc récentes. Ce changement, selon lui, marque donc un tournant politique majeur d'un régime qui ne tolérait donc une opposition légale et encadrée, où on est donc passé donc à une logique sécuritaire d'interdiction et de confrontation. Si vous voulez, ce basculement, cher ami, suggère que donc le pouvoir perçoit désormais l'opposition non plus comme un acteur politique légitime, mais comme une menace à neutraliser. Vous comprenez bien? C'est-à-dire, pour vous, aujourd'hui, là, le parti au pouvoir ne pense plus que vous êtes une opposition, vous devez jouer votre rôle. Pour eux, ils doivent vous neutraliser parce que vous êtes devenu l'ennemi. L'ennemi. Vous les empêchez donc d'avoir un quatrième mandat. Dès lors, ils doivent tout faire pour vous empêcher. Voilà. Ils doivent vous empêcher. Vaille que vaille. La démocratie n'existe pratiquement plus pour eux. L'état de droit n'existe plus pour eux. Ça devient une affaire pour eux de vie ou de mort. Parce qu'on n'a pas envie d'un changement. On ne veut pas d'alternance. Pourquoi on doit avoir l'alternance? Nous sommes heureux. Tous nos enfants ont des postes. Les autres, on s'en fout d'eux. Vous comprenez? Qui s'occupe? Who cares about Etienne? Who cares about Eugénie? Non, I'm happy. Je suis confortable dans ma situation. J'ai des boulots. Mes enfants ont des boulots. Ils sont garantis. On peut avoir tout. Alors, les autres, on s'en fout. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Mais les gentlemen, on ne peut pas diriger un pays comme ça. C'est des gens qui nous ont trahis. Ils nous ont menti. Ils nous ont fait croire que la démocratie était ce qu'ils cherchaient, l'état des droits. Mais non, ce qu'ils cherchaient hier, aujourd'hui, que nous voyons, c'est donc diriger aussi. C'est le pouvoir. Nous voulons le pouvoir pour l'exercer. Nous voulons le pouvoir pour en jouir. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas la démocratie qui les intéresse. Pourquoi on doit laisser ce pouvoir? Nous devons tout faire. Exclure des candidats, intimider l'opposition, aller harceler à fin de ça, contraindre Boga Sako Gervais à l'exil, contraindre tout ce qui nous gêne à l'exil. Vous comprenez? Voilà la situation dans laquelle nous sommes. It's not really fair. It's not really good. L'interdiction donc des manifestations, donc des arrestations ciblées de figures donc militantes comme la dame Chérif qu'on a vue, et puis c'est ça, Genebou, voilà, c'est ça, Geneba, voilà, c'est ça, Geneba, Geneba, voilà, Geneba, Assata Chérif et puis Geneba. Vous comprenez? Voyez ce symbole ici. On est en train de nous faire croire que le PDCI dit, ah oui, c'est un parti donc de Baoulé. Ah oui, le RDA qui est un parti donc de Djoula. Non, ce n'est pas un parti de Djoula, c'est devenu un parti de tout le monde. Et aujourd'hui, ceux qui contestent actuellement, les figures aujourd'hui de l'opposition au niveau du PDCI-ADA, c'est donc Hassana Sharif et Geneba. Vous savez, j'ai eu le cœur déchiré quand j'ai vu donc Geneba assise. Et parce qu'elle est en train
je ne suis pas d'accord, j'ai dit non. C'est une affaire. Oui. Donc, ces figures militantes comme Djenebou et puis Hassana, je crois, Chérif, hmm. Et si vous voulez donc laisser remis dans une telle situation, et donc la militarisation donc de l'espace, la militarisation de l'espace public témoigne donc un resserrement donc autoritaire et mesure donc de, j'allais dire donc, de l'ingérence électorale qui approche. Vous comprenez? Le deuxième point de notre analyse, c'est donc l'image internationale et la question de la cohérence donc du récit officiel. Le pouvoir longtemps présenté Abidjan comme une vitrine de la stabilité et du développement en Afrique de l'Ouest. Ce discours est mis en mal par donc la répression de l'opposition et le déploiement donc de près donc, de 44 000 forces de l'ordre pour sécuriser un scrutin présenté comme sécurisé et consensuel. Voilà ce qui décrit donc le président Thiam. Il existe ici, si vous voulez, une contradiction donc flagrante entre le récit officiel de ceux qui sont au pouvoir, pays stable, gouvernance, efficacité, satisfaction populaire, et la réalité observable, cher ami, sur le terrain. Ce climat de peur, de restriction des libertés publiques, démonstration donc de force de dynamisme. C'est donc cette contradiction qui fragilise la crédibilité donc internationale donc du régime et nourrit donc les critiques des observateurs donc étrangers qui dénoncent un glissement donc autoritaire. Oui, c'est un glissement autoritaire. Vous comprenez? On parle de l'oufouettisme qui a été instrumentalisé par le RHDP qui ont volé le nom de Oufou-Boigny pour mettre à bois sur le parti politique parce qu'en réalité, ce qu'ils pratiquent, ce n'est pas de l'oufouettisme. M. Thiam s'interroge avec ironie donc la référence constante à l'oufouettisme par donc les tenants du pouvoir. Il leur rappelle que l'héritage de Fouboigny, l'héritage de Fouboigny, l'oufouettisme repose sur d'abord le dialogue, la paix, la tolérance en politique, des valeurs de contradiction totale avec la répression actuelle que nous voyons, les gentlemen. Il y a la répression actuelle que nous voyons. En évoquant, si vous voulez, donc des précédents donc, historiques, il faut voir qui a dans le temps autorisé M. Laurent Gbagbo à compétir contre lui, les gentlemen, vous savez. Et ensuite, Laurent Gbagbo lui-même qui a autorisé donc M. Ouattara qui était exclu par notre constitution, mais Laurent Gbagbo l'a autorisé à se présenter, les gentlemen. Vous comprenez? Quelqu'un que notre Cour constitutionnelle, notre Cour suprême d'alors avait dit qu'il n'était même pas du tout, il avait une nationalité douteuse, qu'il ne pouvait pas être candidat à une élection présidentielle. On a pris les armes pour imposer sa candidature. Aucune disposition donc, de la loi ne pouvait permettre à M. Ouattara d'être candidat. Laurent Gbagbo a pris sur lui-même l'engagement d'utiliser selon lui l'article 48 pour faire de lui candidat. Pour tout ça, pour créer des conditions donc, de dialogue et de paix. On a vu Laurent Gbagbo qu'on a présenté comme le barbare, mais c'est le même Laurent Gbagbo qui a fait donc le tour de l'Afrique et puis même du monde pour demander la paix, pour demander à ces rebelles donc de déposer les armes. On a vu, on sommes allés donc à Marcoussis, on a d'abord à Lomé, Lomé on allait donc à Marcoussis, Marcoussis on est venu à Accra 1, Accra 2, Accra 3, on allait faire Pretoria 1, Pretoria 2, on a fait Ouagadougou 1, Ouagadougou 2, Ouagadougou 3, tout ça pour amener les rebelles à la raison, ce que M. Ouattara, ce que le camp de M. Ouattara supportait hier. Laurent Gbagbo, pour finir, a pris de lui-même l'autorisation de faire Ouattara candidat. Ça dit que ce n'est pas la volonté, ce n'est pas nos tests qui ont permis à M. Ouattara d'être candidat, mais c'est la volonté d'un seul individu, M. Laurent Gbagbo, de faire de lui un candidat. Aujourd'hui, donc, lui, il a la possibilité de créer des conditions d'un dialogue avec les Ivoiriens, il refuse. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il fait croire aux gens, en réalité, qui sont majoritaires, alors en réalité, ils ne le sont pas. Ils ont peur. Ce sont des cowards. Ce sont des tricheurs. Ils sont incapables de compétir en face du petit Assadé Timoko Antoine. Ils ont besoin donc de l'exclure. Ils sont incapables, s'ils sont incapables de compétir en face du petit Assadé, ce n'est pas devant le grand Laurent Gbagbo qu'ils vont pouvoir compétir. Ou bien quelqu'un qui a une dent longue comme Tidiam Thiam, qui est présenté même comme celui qui va battre Ouattara aller-retour. Vous comprenez? C'est aller-retour, il d'aba ici, d'aba là, il d'aba ici, d'aba ici. Ils savent ça. On doit l'exclure. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, les gentlemen. Vous comprenez?
En acceptant, donc, on a vu, il a accepté, Laurent Gbagbo a accepté qu'Henri Konaté dit tout ce monde a participé à ces élections. C'est le débat se passe donc sur le terrain. Le fouettisme authentique est aussi donc opposé donc à son instrumentalisation politique. Le pouvoir est ainsi donc accusé donc de trahir l'esprit du père donc de la nation. Monsieur Thiam les accuse aujourd'hui donc de trahir l'esprit du père de la nation, tout en se réclamant au fouettisme et refuse d'appliquer les principes élémentaires de l'oufouettisme. M. Thiam va plus loin, parle donc de la crise de légitimité politique à l'approche donc du scrutin. Il est clair. L'appel donc à la répression donc traduit selon lui une crainte de contestation populaire. Si le pouvoir était réellement donc confiant donc de son bilan, voilà, et de sa popularité, il aurait donc pas besoin d'interdire les manifestations ni de mobiliser donc de tels arsenals sur le terrain. Cette contradiction des gains de semaine envoie donc à une crise de légitimité accentuée par donc l'exclusion donc de plusieurs candidats majeurs et le climat donc de méfiance généralisée. Dans ce contexte, les gentlemen, donc la mobilisation citoyenne pacifique devient donc un acte politique central. Elle est donc à la fois une contestation de récits officiels et une tentative de réaffirmer donc la souveraineté populaire que nous sommes réellement en train donc de perdre. Donc, on revient donc à cinquième point donc d'intervention de M. Thiam. C'est donc l'espoir pour lui comme stratégie politique. Enfin, M. Tidiam Thiam termine, cher ami, hein, son discours sur j'allais dire, une note stratégique. L'espoir comme ciment politique et mobilisation collective, en insistant donc sur la possibilité donc d'une autre Côte d'Ivoire fondée sur la justice, l'amour du prochain et l'inclusion. M. Thiam cherche donc à consolider donc une base populaire autour donc d'un projet alternatif au-delà donc de sa propre personne. Cette rhétorique, les gentlemen, le place donc la bataille politique non seulement sur le terrain électoral, mais aussi sur le terrain donc symbolique et moral, en opposant donc une vision démocratique et inclusive à une gouvernance, j'allais dire, sécuritaire et clanique. C'est ce que nous sommes en train de voir. En réalité, c'est le clan qui ne veut pas laisser passer le pouvoir, le clan qui ne veut pas partir, le clan qui ne veut pas du tout d'élections libres et transparentes, le clan qui a peur même de créer même des conditions. Il ne veut même pas penser un seul instant que quelqu'un peut gagner les élections. Non, il ne peut même pas penser un seul instant que quelqu'un peut se rapprocher donc de leur pouvoir. Dès lors, il faut écarter tous ceux qui peuvent s'approcher donc du pouvoir. Voilà donc la démocratie que M. Ouattara et son camp sont actuellement en train d'imposer à la Côte d'Ivoire. Une démocratie version Ouattara, version RDR. Voilà la situation dans laquelle nous nous sommes, les gentlemen. Donc, en conclusion, M. Thiam, ce discours de M. Thiam entretient s'inscrit donc dans un moment charnière. À 2 semaines, donc pour ne pas dire à 10 jours donc, du scrutin présidentiel 2025, il impose donc des tensions entre le pouvoir qui cherche à maîtriser donc le processus électoral et une opposition qui tente à réaffirmer donc les principes démocratiques. Il met donc en lumière, M. Thiam met en lumière donc une fois donc les lignes de fracture entre récit officiel et réalité du terrain, entre héritage politique revendiqué et pratique autoritaire, entre sécurisation électorale et légitimité donc populaire. Vous comprenez? L'analyse ici donc révèle donc une crise systématique où donc la question n'est plus seulement celle du résultat des urnes, mais celle donc du type donc de régime politique que la Côte d'Ivoire veut donc incarner au 21e siècle. Oui, nous sommes dans une autocratie. Nous sommes dans une situation où ceux qui sont en face ne veulent pas du tout donc de résultat. Ils ne veulent pas du tout donc d'élection. Ce qu'ils veulent, c'est donc à nommer, à aller confirmer donc la victoire de M. Alassane Draman Ouattara. Mais non, ils ne veulent pas du tout compétir. Ils ne veulent pas du tout compétir en face du petit Assadé Timoukou Antoine. Ils ne veulent pas du tout compétir en face de Vincent Toby, ils ne veulent pas compétir en face de Kafing Guessan, ils ne veulent pas compétir en face donc, de Laurent Gbagbo, ils ne veulent pas compétir en face de Tidiam Thiam. Ils veulent compétir en face de Simone Gbagbo qui est limitée maintenant. C'est une dame, si elle avait toute l'opposition autour d'elle, elle pouvait battre M. Ouattara, mais malheureusement, il y a tellement de distensions qu'elle ne peut pas avoir une base, il ne peut pas avoir l'opposition autour d'elle pour le moment.
L'opposition ne peut pas réellement aussi se rassembler autour de M. Jean Billon, compte tenu donc de son passé avec le PDCI. Awa Dombelo n'a pas cette main des Donglan, et aussi le fait aussi qu'il soit le candidat réellement donc euh, euh, de j'allais dire de la Russie, hein, voilà, fait de lui, il devient, bon voilà, ça devient un petit candidat, un tout petit peu à problème. Même si réellement certains Ivoiriens ne voient pas ça c'est un problème, mais sur le plan international, surtout l'Occident, ils feront tout pour que ce monsieur ne passe pas parce qu'ils se disent sa victoire donnera donc la Côte d'Ivoire donc à la Russie. Donc, vous voyez, face à tout ça, il y a beaucoup donc de garde-fous autour de M. Awa Domino. Voilà les candidats que M. Ouattara a choisis contre lui. L'opposition aujourd'hui, c'est que nous sommes en train donc de voir, on ne voit pas donc d'ordre qui vient directement donc des opposants. Ce sont donc des jeunes qui sont donc dans la rue, qui sont en train donc de manifester, vous comprenez. Comme le disait le docteur Bogassako Germain, une opposition encadrée aurait eu donc l'avantage, c'est d'avoir du monde, mais encadrée, après, les gens iront à la maison. Mais ils ont refusé donc une opposition d'accepter donc qu'il y ait donc une manifestation. Dès lors, chacun manifeste où il peut, quand il peut, au moment où il peut. Et c'est très difficile en ce moment donc à contrôler. Voilà ce qui est en train de se passer. Nous voyons donc quelques images au niveau donc d'Abidjan. Je n'ai pas pu te confirmer. Il y a beaucoup d'établissements qui ferment aujourd'hui. Je vois donc des arbres qu'on coupe, qu'on met pratiquement pour bloquer donc la route. Alors tout ça, on va prendre toutes ces informations avec beaucoup donc de pincettes. En attendant donc, chers amis, les gentlemen, d'avoir plus d'ample information par rapport à ce qui se passe. Voilà. Donc, c'était un peu, chers amis, c'était pour l'analyse politique de notre discours de M. Thiam que nous voulons certainement faire. On aura certainement la possibilité donc de revenir demain pour faire un autre point donc de l'actualité. J'espère que vous avez suivi les interviews que nous avons accordées au président Afin et M. Akosi Benjo. Et demain, on reviendra donc dans les détails pour parler un peu des différentes interviews que nous avions et puis nous projeter sur ce qui se passera donc cette semaine et analyser la situation donc, du moment. Merci beaucoup et surtout à ma co-host Eugénie, toujours présente, omniprésente et omnipotente. Je ne sais pas si Eleonore est là aujourd'hui. Elle est là, oui, oh oui, c'est ça, voilà. Une émission sans Eleonore, sans Eugénie, ben, il n'y a pas d'émission. Hein. C'est clair beaucoup. Ah oui, il y a Étienne aussi qui est là, qui devient aussi lui aussi incontournable. Merci Étienne. Voilà, ce sont des fidèles auditeurs. Merci beaucoup. Et puis, je sais que c'est une émission assez courte, mais ce n'est pas aussi courte que ça. Hein. À peu près une trentaine donc, d'émissions. Ce n'est pas court. Demain, on fera en sorte d'avoir une émission un peu plus longue, au moins minimum 30 à 45 minutes. Alors, portez-vous, chers amis, et rendez-vous pour une autre émission encore demain. Et je vous dis, ceux qui nous suivent un peu dans les quatre coins du monde, au revoir. Et puis, we'll see. We'll talk later then. OK? Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.